Bienvenue à tous sur Mayotte la Première, comme à chacun de nos rendez-vous dans Maïcha. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne beaucoup de femmes à Mayotte. Comment est-ce qu'une femme doit se comporter face à la maladie ou face aux craintes du mari? C'est la question du jour, le couple face au cancer ou face à la maladie. Normalement, nous le savons, les couples sont ensemble, nous devons être unis dans la maladie comme dans la santé. Comment est-ce que nous devons d'ailleurs nous comporter lorsqu'il arrive que le conjoint ou la conjointe ne va pas bien? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à notre invitée, car elle a réussi à être aux côtés de son mari quand lui, il n'allait pas bien. C'est Souraya Bamana. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous avoir sur ce plateau. Pareillement. D'ailleurs, c'est un sujet qui n'est pas très facile, mais vous avez quand même tenu à venir et à en parler. Voilà, il n'y a pas que le cancer de prostate, mais comme toutes les maladies, mais surtout le cancer, puisque chez nous, ici à Mayotte, ça reste encore un sujet très tabou. Le mois dernier, on a parlé des femmes donc, avec le cancer de sein. Et aujourd'hui, on a voulu mettre un peu le point sur le cancer de prostate. Voilà. Et nous allons d'ailleurs poser tout de suite la question à notre spécialiste, à notre médecin, qui a accepté aussi de répondre à cette invitation. Docteur Kombo Yakout Abdul Jabbar, comment allez-vous d'abord? Je vais bien et merci de m'avoir invité sur ce plateau et me donner l'occasion de parler de ce type de cancer, de ce cancer de la prostate, qui est un cancer pas rare, qui est un cancer assez fréquent et qui touche essentiellement l'homme âgé ou l'homme, on va dire, à partir de la cinquantaine. Voilà. Merci surtout à vous d'avoir accepté. Je sais que vous êtes énormément pris. Donc, je suis vraiment contente de faire cette émission avec vous et c'est un honneur, en tout cas, de vous avoir sur ce plateau, Maïcha. Je vous pose tout de suite la question avant de pouvoir donner la parole à Souraya. C'est quelque chose, bon, vous l'avez dit, mais peut-être le rappeler. Est-ce que ça concerne que les hommes? Oui, ça concerne que les hommes. Parce que la prostate est l'équivalent de l'utérus chez la femme. L'homme n'a pas d'utérus, mais l'homme a la prostate. Pour parler de cancer de la prostate, on s'adresse qu'aux hommes, parce que c'est un organe qui n'existe que chez les hommes. Donc c'est uniquement visible chez les hommes. Que ça soit bien clair, en tout cas pour les téléspectateurs qui nous regardent. On a invité Souraya parce que dans un couple, on vit ensemble, on vit les bonnes comme les mauvaises choses. Et puis, c'était aussi important de pouvoir donner la parole à une femme autour de cette maladie qui touche les hommes. Dites-nous d'abord comment apparaît cette maladie, comment est-ce que comment elle se manifeste, tout simplement. Elle se manifeste pour l'essentiel par des signes urinaires. Il s'agit des difficultés à la miction, c'est-à-dire des difficultés à se faire pipi. Il s'agit aussi parfois du sang qu'on voit dans les urines ou parfois dans le sperme, ça arrive. Il s'agit parfois aussi de douleurs, mais c'est assez rare, de douleurs dans le bas-ventre que l'homme ressent. Et donc, il va consulter son médecin qui va faire des examens et qui pourra donc faire suspecter ce type de cancer. Merci beaucoup pour ces précisions. Souraya, racontez-nous d'abord, vous, comment ça s'est passé, à quel moment, vous et votre époux, vous avez commencé à avoir peur? Alors lui, ça a commencé par justement des douleurs au bas-ventre, parfois même quand il s'asseyait, pas seulement quand il allait faire ses besoins, mais même quand il s'asseyait, certaines positions, par moments, il avait mal. Et comme c'est quelqu'un qui n'aime pas être malade, qui a très peur, et d'ailleurs c'est ce qui l'a sauvé, parce qu'il va souvent chez les médecins dès qu'il a quelque chose qui ne va pas. Et je l'ai un petit peu poussé, parce qu'il craignait un peu de découvrir quelque chose de très grave. Donc, il est allé voir le médecin et justement, qu'il a envoyé faire tous les examens possibles. Voilà. C'est quel type d'examen qu'on fait à ce moment-là, dès qu'on commence à avoir mal? Alors, un patient qui consulte son médecin pour ce type de symptômes qui font suspecter ce type de cancer, le médecin pratique ce que nous appelons, nous, un toucher rectal. Il s'agit d'un examen qui permet de palper la prostate et de sentir sa consistance et de voir s'il n'y a pas une tumeur, il n'y a pas une modification de la consistance de la prostate et faire suspecter ce type de cancer. Et compléter par la suite un dosage dans le sang
d'un type particulier d'hormone appelé le PSA, enfin un dosage de PSA. Et si la combinaison du toucher rectal et le dosage du PSA sont très en faveur donc, de ce diagnostic, on peut aller encore plus loin et pratiquer, pour confirmer ce diagnostic, une biopsie de la prostate. Il a commencé à avoir peur, vous l'avez accompagné, il a accepté, parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui accepte de faire les tests et de vérifier si tout va bien ou s'il y a quelque chose. Et ensuite, vous êtes chez le médecin, vous avez les résultats, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a eu, j'allais dire, il a eu de la chance, parce que, premièrement, il y a eu un peu toute cette phase que vient de décrire le docteur, donc le toucher rectal et compagnie. Par la suite, on complète par une prise de sang. Il y a eu quelques examens complémentaires. Dans mon cas, la situation n'a pas été compliquée parce que nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Sur nos soucis de santé, parce que on n'est pas tous tout le temps en bonne santé, hein. Et donc on va voir le médecin qui l'envoie faire tous ces examens. Et heureusement pour lui, ça n'était qu'une suspicion. Mais il est resté quand même sous traitement et sous surveillance, pardon, pendant un bon bout de temps. D'ailleurs jusqu'à maintenant, parce que là il a la soixantaine et il continue à faire des examens régulièrement. Aller vérifier, oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, vous en tant que femme? C'est compliqué. Dans un premier temps, on se dit, mais oups, parce que souvent, quand on entend parler de ces maladies, que ce soit le cancer de prostate, l'utérus ou autre, on pense souvent que ça n'arrive qu'aux autres. Le jour où ça vous tombe dessus, on vous parle, rien que le mot, même quand on vous parle juste de suspicion, on se dit, oups, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a loupé? On se demande parfois, souvent les gens pensent que c'est peut-être dû à une mauvaise hygiène de vie ou des choses comme ça. Et on reste quelques secondes un peu scotché parce qu'on ne sait pas quoi répondre tout de suite à ça. C'est pas évident. Et lui, comment il va aujourd'hui? Il va très bien, Dieu merci. Dieu merci. Comment il allait à ce moment-là? Pas très bien. Pas très bien parce que c'est quelqu'un qui prend soin de lui, il fait du sport. Il avait un métier aussi qui faisait qu'il fallait qu'il soit en forme. Il ne consomme pas d'alcool, ni de café, Donc pour lui, c'était vraiment un coup de massue d'apprendre ça, parce qu'il fait très attention à son hygiène de vie. Et à ce moment-là, ça a été... Je pense que si j'étais pas là, ça aurait été un peu compliqué, je pense, parce que... Est-ce que tout de suite, on dit cancer égale mort? Est-ce que si ça se confirme, je vais tenir, je vais vivre combien de temps? Je vais mourir, Mais non. Moi, je bouquine beaucoup, je lis beaucoup sur ces sujets-là. Et on a discuté, se rassurer. Et voilà, on passe le cap. Très vite, il a pris le devant lui-même à vouloir aller se rassurer auprès des médecins. Et d'ailleurs, les examens aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de le rappeler qu'il faut faire des rappels, des examens pour des contrôles. Et vous avez dû être forte aussi à ce moment-là pour lui donner de la force, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai la santé fragile et souvent, quand il me regarde, il me dit « Mais où est-ce que tu trouves toute cette force pour oublier tes problèmes et relayer ceux des autres ?» Mais c'est ça aussi le couple. Que ça soit le couple, les enfants, mais c'est ça surtout aussi le couple. Si on ne traverse pas ces épreuves ensemble, c'est très compliqué. C'est qu'il faut se parler. Voilà. Il aurait très bien pu avoir le malaise ou quelque chose, ressentir ça et puis ne rien me dire. Et rester dans son coin, se renfermer, et les choses auraient été très compliquées par la suite. Parce que c'est ça aussi. C'est d'aller voir les médecins dès qu'on commence à sentir les premières gènes. Les premières choses qu'on n'avait pas avant et qui sont là, aller voir les médecins, ça permet de poser le diagnostic, de voir tout de suite, et puis on arrive à se soigner plus facilement, plus rapidement aussi. Merci de partager ce témoignage avec nous. Je vois que vous en parlez avec beaucoup d'émotion, et c'est normal parce que j'imagine que c'était un moment qui était compliqué.
en doute, où nous devons aussi être forts pour la personne en face de nous. Voilà. Et j'imagine que comme beaucoup de femmes, vous n'avez pas forcément montré à ce moment-là que vous aviez peur. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas, parce que l'autre nous regarde. L'autre a besoin de nous, selon les situations, pour accompagner l'autre. Donc, arriver à se contenir pour mieux avancer. Ça l'a beaucoup aidé, j'imagine. Ça l'a beaucoup aidé, oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en parle plus facilement. Il conseille des amis qui ont un peu plus de 50 ans. Dès qu'on parle on est entre copains, il y en a qui parlent des petites douleurs ou parce qu'on parle que des douleurs, mais il y en a certains, c'est aussi des dysfonctionnements au niveau des rapports sexuels, des choses comme ça. Il leur dit tout de suite, il faut aller voir un médecin, parce que ça peut être grave. C'est peut-être rien, mais ça peut être grave. C'était important à ce moment-là. J'ai perdu mes mots parce qu'on sent beaucoup de sincérité dans ce que vous dites et beaucoup d'émotion. Merci en tout cas d'en parler pour la première fois à la télé avec nous. Et c'est aussi une façon de sensibiliser les Mahorais et les Mahoraises qui nous regardent. Il a su écouter son corps, c'est ce que j'ai retenu dans tout ce qu'elle a dit. Elle aussi, elle a su l'accompagner, l'encourager pour aller... on appelle ça un dépistage, c'est ça ? Pour aller faire le dépistage assez tôt. Donc ça a pu être détecté assez tôt. Heureusement qu'il n'y avait rien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter ? C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour éviter ce genre de maladie ? Et surtout, quand on n'écoute pas notre corps assez tôt, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, pour être plus précis, on parle de dépistage quand il n'y a pas encore les symptômes et les signes. Et c'est vrai que l'idéal est là. En fait, il faudrait conseiller toutes les personnes au-delà de 50 ans, 50 ans et plus, à aller voir leur médecin traitant une fois l'apparition de ces douleurs du bas-ventre, avant l'apparition de ces troubles urinaires, avant l'apparition de ces quelques gènes au niveau donc, de l'activité sexuelle. Donc, il faudrait prendre les choses bien avant et donc aller se faire dépister avant les signes. C'est-à-dire que tous les ans, une fois là, aller voir son médecin pour faire le toucher rectal. C'est vrai que c'est pas un examen qui est facile, ni pour le médecin à le réaliser, ni pour le malade de le subir, mais c'est un mal, on va dire. Et les hommes âgés de 50 ans et plus, surtout, j'insiste, s'ils ont dans les antécédents familiaux, que ce soit un frère, que ce soit un père, un antécédent de cancer de la prostate. Si dans la famille, dans les antécédents, il y a ce type de cancer, il faut vraiment être vigilant. Alors il y a ça, mais aussi, il est prouvé que l'ethnie africaine, nous les Africains, sommes beaucoup plus, comment dirais-je, développons beaucoup plus le cancer de la prostate que les Occidentaux en particulier. Pourquoi ? C'est génétique, on ne le sait pas, l'occidental le fait encore moins, mais l'africain, lui, le fait un peu plus. Donc, un gradient africain, occidental, asiatique. Donc, chez le noir, chez l'africain âgé de plus de 50 ans, avec qui il y a des antécédents, ou chez qui il y a des antécédents de cancer de la prostate de la famille, il faut être très prudent et très vigilant. Et aller voir son médecin avant les signes. Et malheureusement, quand on ne se réveille pas assez tôt, pour pouvoir arrêter tout ça et que, bon, on est malade, ça se soigne comment ? Et puis, est-ce que... Fort heureusement, je dirais un cancer pas très méchant, pas très agressif souvent. On en guérit. C'est ça la question, est-ce qu'on en guérit ? Voilà, on a guéri. 90% des cancers de la prostate, au moment du diagnostic, donnent une survie à la personne qui en est atteinte de plus de 5 ans. Autrement dit, on a encore plus de 5 ans avant de voir des complications, ou alors d'en mourir, si mort il y a après. Parce que c'est un cancer qui, aujourd'hui, se soigne très bien, se dépiste très bien, la prise en charge est parfaite. Il y a même dans les attitudes de traitement de ce type de cancer, parfois des attitudes attentistes, tellement il a une évolution tellement lente qu'on ne peut ne rien faire, se dire on attend par des surveillances actives, tous les ans, par des bilans, on surveille. Et s'il y a des manifestations de l'agressivité ou de reprise de ce cancer-là ou d'une évolution de ce cancer-là pour qu'on agisse de façon lente. Je toujours dit que la personne qui en est atteinte a le temps de mourir d'autre chose que de mourir parfois de ce cancer-là. Vous avez une façon très originale, on va dire, de l'expliquer. Voilà. Donc, c'est la réalité. Donc ça peut rester là sans que ça se dégrade, on va dire,
comme les autres cancers. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Madame disait tout à l'heure que son mari ne consomme pas de café, mais juste une petite parenthèse. Les grands consommateurs de café font moins de cancer de la prostate je sais. que ceux qui en consomment plus. Justement, c'est tous les hommes vont se ruer. Non, c'est les fausses idées. café. Les fausses idées qu'on se fait souvent quand on a ce type de maladie. Sauf que les gens ne savent pas que le café a un bienfait énorme sur la santé. C'est vrai que ça faisait partie des questions. Elle l'a dit tout à l'heure aussi. Soraya, vous l'avez dit, on se pose beaucoup de questions dès qu'on apprend qu'on est malade. Et puis, bon, malheureusement, à Mayotte, comme partout, il n'y a pas qu'à Mayotte, dès qu'on entend le mot cancer, eh ben, on voit forcément la mort. Ce n'est pas que typiquement à Mayotte. Ce qui est justifié, parce que vous savez que le cancer, aujourd'hui, est la première cause de mortalité dans le monde. Et donc, quand on commence à avoir les petits signes que vous avez rappelés au début, l'idéal est de vite aller faire une vérification chez le médecin. L'idéal est d'aller avant les signes. Je répète encore une fois, si on a les 50 ans et plus, il faut se faire dépister annuellement par son médecin traitant ou par son médecin du cancer de la prostate en particulier. Voilà. J'aimerais qu'on revienne aussi avec vous tout à l'heure sur comment on accompagne ce malade, parce que quand on est au sein d'une famille, je sais que les avis de la famille, ça compte, c'est très important. On peut soit décourager quelqu'un en lui disant « c'est rien, de toute façon, on sera tous malades un jour ». Il y a cette phrase qu'on dit souvent, etc. Donc je voudrais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure avec vous, sur l'importance des mots et de nos proches lorsqu'ils ont peur d'être malades ou d'aller vérifier. Vous, j'imagine que ça a changé quelque chose dans votre vie, dans votre couple, d'être confronté à cette difficulté, d'être face à la maladie. Alors, comme je disais tout à l'heure, on parle souvent de moi comme une femme forte, une femme de caractère. J'ai pas de tabou. Que ça soit dans la maladie, c'est ce que je trouve dommage d'ailleurs ici à Mayotte, c'est que les gens mettent des tabous sur tous les sujets. Et la maladie, c'est quelque chose qui est très important. Moi, j'ai entendu les gens me dire mais pourquoi ton mari parle de ça? Pourquoi c'est intime ça ne se fait pas. Voilà. Après, aller me faire dépister, découvrir autre chose, tant mieux. On découvre. Plus vite on découvre, mieux on est soigné. Justement, appliqué pour aller se faire... Moi, c'est le message que je véhicule autour de moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint l'association Amalka. C'est pour aider les gens à libérer la parole. Quand on parle, il faut vraiment qu'on arrive à faire passer ce message-là au sein de notre société aujourd'hui, c'est de parler. Parce que je ne peux pas parler à la place du malade. Moi, si mon mari n'était pas d'accord, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Mais c'est d'abord lui qui doit en parler, en tant qu'homme. Il va en parler. Ensuite, il m'a donné l'autorisation d'en parler parce que c'est un sujet important. Voilà. Effectivement, et que si nous pouvions le recevoir, nous l'aurions bien sûr reçu, mais nous voulions également le vivre aussi à travers vous, puisque la psychologie, est-ce que la psychologie a un rôle justement dans ce que nous devons faire face à la maladie? Est-ce que la psychologie nous aide à guérir plus vite, tout simplement, la question? La psychologie nous aide à mieux vivre la maladie, à en guérir, pourquoi pas, mais surtout à bien supporter la maladie, à bien vivre avec. Et comprendre qu'aujourd'hui, les efforts, du moins le progrès fait aujourd'hui, fait que ce cancer-là est bien traité s'il est pris en charge assez rapidement et de façon très précoce. Donc, je disais tout en haut que c'est un cancer d'évolution très lente. On a le temps de mourir d'autre chose que de cancer de la prostate, mais encore plus aujourd'hui où il y a des moyens de traitement qui sont encore très, très à la pointe de la technologie, où on peut franchement en guérir de façon définitive. Je ne citerai pas tous les types de thérapies proposées ici. Il est vrai qu'une des conséquences de ces traitements, en particulier la chirurgie, c'est de rendre les hommes comment on appelle ça, pas virils, de leur enlever la virilité. Respecte pas la maladie assez tôt, c'est ça? Quand on arrive au stade chirurgical. Au stade chirurgical, c'est-à-dire que c'est une des conséquences des traitements. C'est plus, ça peut être aussi une des conséquences, le bas pelvien, le bas pelvis, donc donné des lésions à ce niveau-là, on peut avoir des troubles d'érection. Mais ça peut aussi être une conséquence du traitement de la chirurgie ou de la radiothérapie ou de l'hormonothérapie. Les messages, est-ce que, en tant que femme, c'est important aussi d'être pour l'aider, pour l'accompagner à aller mieux et à aller se faire soigner? Oui, je dirais que, en fait, la maladie de la prostate, c'est une souffrance de l'homme et c'est une souffrance de la femme aussi.
Si je prends d'abord tous les soins que doivent apporter la conjointe au conjoint pour le soutenir, mais déjà dans la vie conjugale tout court, la vie sexuelle tout court, c'est quand même un ciment du couple. Et si ce ciment en arrive à être mis à mal, il y a problème. Donc la femme a intérêt à être très présente, à être très active dans la prise en charge de la maladie, à soutenir son mari psychologiquement pour accompagner le malade. Et est-ce qu'il y a des moments où je sais qu'il y a eu des moments où vous avez eu peur pour lui. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu vraiment peur dans l'état où il était psychologiquement surtout? Il y a eu un moment où moi j'ai eu peur parce qu'il avait comme une baisse d'énergie. Il ne parlait pas beaucoup. Et ça m'avait un peu inquiétée parce que c'est pas son genre. On parlait rapidement beaucoup de tout. Et je le rassurais par rapport à la maladie parce que comme je disais tout à l'heure, je lis beaucoup. Et quand on a fait le diagnostic quand on a posé le mot suspicion de cancer de prostate, ben forcément, je suis allée sur la lecture de ça et le rassurer sur les taux justement de guérison et tout. Je disais, on meurt plus facilement d'une grippe que pour dédramatiser la situation. Mais c'est vrai qu'il y avait un moment, il y a une laps de temps où je ne l'entendais pas beaucoup. Ouais. Et vous avez réussi, en tout cas, à rester là, à rester forte pour lui. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si on peut oser le dire, est-ce que vous pensez que ça a apporté quelque chose en plus aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes sorti meilleur? Voilà. Je pense oui. Concernant le couple. Si, je pense oui. Parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, il faut être ensemble. C'est pas un combat qu'on peut mener seul. Rien que quand on entend le mot suspicion, c'est pas un combat qu'on peut mener seul. Il faut qu'il y ait l'autre soit là pour parler, pour l'accompagner, pour conseiller, faut être là. Quand on a peur de perdre une personne, j'imagine qu'on est différent avec cette personne. Est-ce que vous avez eu, vous, à un moment donné, vous avez été comme ça à un moment donné avec lui? Est-ce que vous lui parliez d'une façon, on va dire, peut-être plus sympa ou plus aimante? Je suis restée moi-même. Pourquoi vous n'avez pas voulu être différente? Dans tous mes combats, parce que je suis passée moi aussi par une phase un peu compliquée, dans tous mes combats, je reste moi-même. Parce que je me dis, il y a toujours pire. C'est ma force, c'est mon caractère, c'est comme ça. Je ne sais pas... comment dirais-je, me laisser un peu dans l'émotion des choses. Il y a de l'émotion, il y a une maladie, il faut être là. Et je reste. Quand il faut l'engueuler, je l'engueule. Quand il faut me mettre en colère, je suis en colère quand ça ne me convient pas. C'est comme ça, c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut s'apitoyer sur son sort. On n'en a pas beaucoup parlé parce que, bon, c'est vrai que peut-être qu'on n'est pas encore prêt, mais c'est vrai qu'une maladie comme celle-ci, quand ça joue un petit peu ou quand ça touche un peu l'intimité, ça peut être difficile. J'imagine aussi les commentaires à l'extérieur. Vous avez dû entendre beaucoup. Il n'y a pas que le sexe pour faire vivre un couple. Tout simplement. Bon, je n'aurais pas fini ma question, mais j'aurais eu votre réponse. Mais vous, n'est-ce pas, docteur? Je ne sais pas si vous me rejoignez, mais... on peut relativiser. Enfin, justement, il faut relativiser selon les situations. Quand on a une situation normale, on ne peut pas parler comme ça. Mais quand on va jusqu'à traverser... C'est l'amour, la base du sexe. Voilà. C'est la base du voilà. Et l'amour n'est pas basé que là-dessus. Nous sommes d'accord. Voilà. Et quand on passe cette étape-là à deux, qu'est-ce qu'on a envie pour les années qui arrivent? Croquer la vie, tout simplement. Saisir chaque moment qui passe... Et on ne regarde plus derrière, on en parle comme ça, mais voilà. Une minute avant la fin de l'émission, si c'est la dernière minute, si vous avez un message à lui adresser à lui, puisque je sais qu'il va regarder cette émission. On ne l'a pas invité lui, mais on vous a invité vous. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je l'aime tout simplement. Qu'on se reste comme on est, qu'on continue notre chemin, ça nous rend encore plus forts. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir partagé ces moments avec nous sur Mayotte la première dans Maïcha. Et puis, je vous souhaite beaucoup d'amour, une longue vie. Merci. Et puis, docteur, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres sujets. Je l'espère. Maintenant que vous connaissez la porte de Maïcha. Voilà, Merci. c'est une émission que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur notre site internet Mayotte la première et sur Facebook également. On vous dit à très vite.